C'est de constater que pour l'instant, en tout cas concernant les civils, cette trêve a été globalement respectée cette nuit, puisque les premières informations qui nous sont parvenues de la part des autorités ukrainiennes ne font pas état de bombardements, d'attaques de drones sur des infrastructures civiles et sur des bâtiments résidentiels. C'est assez rare pour le souligner, parce que d'habitude, tous les matins, on reçoit des informations qui nous expliquent qu'il y a eu des attaques sur des grandes villes ou sur des petits villages du pays, qu'à chaque fois, il y a des blessés et parfois des morts. Cette fois-ci, donc, cette première nuit de trêve a été relativement calme. En revanche, sur le front, la situation est un petit peu plus floue. Volodymyr Zelensky a publié un premier message ce matin indiquant que la Russie avait tout de même mené des assauts contre les forces ukrainiennes dans certaines zones, notamment la région de Koursk, qui est une région russe, mais aussi la région de Donetsk et celle de Zaporizhia. Le président ukrainien en conclut donc que la Russie essaye de créer l'impression d'un cessez-le-feu, mais qu'elle continue d'avancer et d'essayer d'infliger des pertes à l'armée ukrainienne. Ce sont les mots employés par le président ce matin. Élise, avec Domitille Berthaud, vous avez quitté Dnipro pour continuer la route vers l'Est et le Donbass. À quoi ça ressemble ce trajet? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Écoutez, oui, avec Domitille Berthaud, on va faire route progressivement dans la journée vers le Donbass parce que c'est la région la plus exposée, c'est la plus proche du front, avec plusieurs centaines de kilomètres où les forces russes et ukrainiennes s'affrontent. Et pour l'instant, eh bien, ce qu'on a pu voir ce matin, ce sont des habitants plutôt soulagés que cette première nuit de trêve ait été respectée par la Russie. On a croisé des habitants à la sortie de l'église tout à l'heure qui célèbrent Pâques parce que c'est une fête très suivie ici en Ukraine. Une dame nous a confirmé avoir passé une nuit plutôt calme aussi. Elle n'a entendu aucune explosion, aucune alerte, que ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas. Un autre homme aussi nous disait que ça allait lui permettre de célébrer cette fête chrétienne avec ses enfants. Écoutez ses réactions tout à l'heure avec Domitille Berthaud et Yuri Stepanov. J'en ai entendu parler. La nuit dernière était plus calme, mais je ne pense pas que cela améliorera la situation. Ça va encore aggraver les choses. Nous espérons tous les jours que ce sera plus calme. Depuis 2022, nous vivons des nuits terribles avec des attaques tous les jours. Nous avons dormi dans des couloirs, nous avons expérimenté des choses terribles. Et maintenant, nous espérons que ça ira mieux. Je ne faisais pas confiance à la Russie, mais effectivement, ça a été plus calme. Avec une vie comme la nôtre, nous ne croyons plus en rien. Et nous verrons bien ce qui se passera. Bien sûr, c'est appréciable. J'ai célébré Pâques toute ma vie et je continuerai à le faire tant que je suis en vie. Et oui, ces habitants nous disent aussi ne pas baisser la garde parce que bien sûr, ils ont en tête que cette trêve n'est que temporaire. Elle ne dure qu'une petite trentaine d'heures, que dès ce soir, la Russie pourrait recommencer ses bombardements, ses attaques sur les civils. Ces habitants restent donc prudents et vont bien sûr regarder comment va évoluer la situation au cours de la journée, en cette journée de Pâques donc. Merci beaucoup Elisa avec Domitille Berthaud pour BFM TV. On vous retrouvera évidemment un peu plus tard. Bonne route et prudence évidemment à vous. On retrouvera Paul Gogo dans un instant à Moscou. Mais avant cela, je vais accueillir et saluer mes invités sur le plateau. Clémence Dibou, grand reporter BFM TV. On vous a vu à de très nombreuses reprises à la place d'Élise évidemment sur le sol ukrainien. À vos côtés, le général Patrick Dutart. Bonjour. Général de l'armée de l'air, ancien leader de la patrouille de France. Face à vous, Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Grand reporter spécialiste des questions internationales. Et Claude Blanche-Maison. Bonjour. Ancienne ambassadeur de France à Moscou. J'attends évidemment votre analyse de ce qui s'est passé à Moscou et des mots de Vladimir Poutine, on demandera d'ailleurs ce qu'en pense Paul Gogo, mais ce qui s'apparente à une forme de communication très orchestrée par Vladimir Poutine. Avant ça, général, cette pause, est-ce qu'elle vous a surprise, cette trêve de Pâques? Est-ce qu'elle vous a surprise? Est-ce que ça peut changer quelque chose dans l'état d'esprit? J'imagine que ça ne va pas fondamentalement changer la situation sur le terrain, mais est-ce que c'est une façon d'envisager quelque chose de plus durable ou pas du tout? Tout est possible. Hein. Effectivement, ça a surpris tous les observateurs, oui. parce que cette trêve proposée comme ça unilatéralement au départ par le président Poutine. Considération humanitaire, c'est ce qu'il dit. Considération humanitaire, et on l'évoquait avec Claude Blanche-Maison auparavant, considération religieuse aussi, qu'il faut pas négliger. On voit bien que le président Zelensky a hésité. Et puis finalement, il a dit, ben oui, pourquoi pas. Et cette trêve, quand même, entre guillemets, la petite bonne nouvelle, c'est qu'elle est relativement respectée, en tout cas au niveau des bombardements aériens. 59 cas de bombardements et 5 assauts par des unités. C'est ce qu'a dit à 6 heures ce matin. C'est plus des tirs d'artillerie, en fait, qu'on appelle des bombardements, mais c'est pas des vrais bombardements tels que on peut l'imaginer par voie aérienne, avec des missiles de croisière, des drones longue distance, ou voire des missiles balistiques. Donc ça, c'est quelque part un
tout petit succès pour tout le monde quelque part de cette trêve. Mais qu'est-ce que ça va donner? Le président Zelensky a dit, alors sur le terrain ça change pas grand-chose, hein, ça permet juste un tout petit peu. C'est pour ça qu'on a mis la carte, on sent bien que c'est pas en 24 heures que la situation va évoluer. Non, mais ça permet à tout le monde un peu de souffler et quelque part de respirer un peu, notamment pour la fête de Pâques, pour les orthodoxes et les catholiques. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la proposition du président Zelensky qui a dit, pourquoi pas? C'est le sens de ma question en fait. Est-ce qu'on va pas aller plus loin effectivement? En tout cas, c'est ce que propose le président Zelensky et ce qui va être intéressant, c'est la réaction. Il est quand même à noter que aucune capitale occidentale n'a réagi. Donc c'est comme s'il y avait, on l'évoquait avec Claude Blanchemaison tout à l'heure, c'est comme s'ils étaient mis d'accord en fait pour pas réagir. Enfin c'est assez surprenant, mais là je ferai. C'est votre sentiment aussi? Tout le monde s'est dit on les laisse se débrouiller tous les deux. Oui, je partage tout à fait la liste du général, comme toujours d'ailleurs. Mais il y a évidemment un troisième acteur. Il n'y a pas que Poutine et Zelensky. Et le troisième acteur, c'est Trump. Bizarrement. En réalité, la décision unilatérale de Poutine de faire une trêve officiellement pour des motifs humanitaires et religieux, mais en réalité pour des motifs politiques, parce qu'il y a une pression de Trump, et la réponse de Zelensky, là aussi difficile à formuler, mais il y avait aussi une pression de Trump. Trump attendait qu'il se passe quelque chose. Et effectivement, ce que Poutine a décidé, c'est trop peu pour Trump, parce que 30 heures, c'est pas 30 jours. Ça, on l'a bien compris il y a quelques jours, effectivement. Et voilà. Mais à mon avis, la discussion formelle ou informelle entre le Kremlin et la Maison-Blanche se poursuit actuellement. Et elle se poursuit actuellement dans des termes qu'on ne connaît pas, de la même façon qu'on ne sait, on ne sait toujours pas ce que l'envoyé spécial de Trump a discuté avec Poutine il y a quelques jours au Kremlin. Il y a eu aucune fuite d'aucune sorte. Peut-être que ce sujet a été évoqué parmi d'autres. En tout cas, le sujet qui était sur la table, c'était la normalisation complète des relations entre les États-Unis et la Russie, y compris dans le domaine stratégique, le dialogue, et y compris dans le domaine économique. Donc, avec les contrats qui pourraient être réservés aux Américains. On sait que Poutine a quand même des difficultés aujourd'hui avec son économie. Les taux d'intérêt sont au-dessus de 20% maintenant en Russie. La très compétente gouverneur de la Banque centrale russe a quand même fait part de son inquiétude parce qu'elle n'arrive plus à contrôler la situation, l'inflation bien sûr. Donc la population subit, mais elle subit en commençant à donner des signes de lassitude, parce que le pouvoir d'achat se restreint en réalité. Donc, je pense que il n'est pas impossible que les Américains obtiennent une prolongation de ce cessez-le-feu. Je m'avance beaucoup en lisant ça. Peut-être que ce sera plutôt une bonne nouvelle. Mais Poutine demandera une compensation. Et la compensation qu'il veut, c'est un allègement des sanctions économiques, dans un premier temps américaines. Patricia, comment vous avez analysé cette annonce de cessez-le-feu, décrétée comme cela un peu de façon impromptue par Poutine, et comment vous envisagez une possible évolution? Est-ce que vous l'envisagez d'ailleurs? Ce que j'ignore et ce que nous ignorons tous autour de cette table, c'est si Poutine et Trump finalement n'avaient pas décidé de ce cessez-le-feu en quelque sorte. S'il n'y avait pas eu déjà des discussions autour de ce cessez-le-feu qui s'est décidé finalement en 2 heures. Hein. Il a dit hop, dans 2 heures je fais le cessez-le-feu, et d'une façon complètement de sa part annoncée. Donc est-ce qu'il y a eu déjà des accords avec la Maison? Ce que l'on sait, c'est qu'il y a vraiment un plan américain qui est plus ou moins accepté en partie, j'en dirais bien, par les Russes. Et dans ce plan américain, il y a quand même, et ça a été plus ou moins formulé et expliqué par la presse américaine derrière laquelle je me réfugie, c'est que Trump pourrait dire, écoutez, nous reconnaissons complètement la Crimée comme territoire russe, avec les oblasts. Alors reste à définir jusqu'où on fait les 4 régions. Hein. On appelle ça des oblasts là-bas, mais en fait c'est des régions où on délimite ces régions. Est-ce qu'elles sont complètement les régions qui est ukrainienne, on rappelle, les régions qui sont ukrainiennes, annexées, mais en partie annexées. Il reste encore quelques petites parties. Et ça, les Russes, les Américains sont prêts à le reconnaître en violation complètement des règles internationales et du droit international. Donc maintenant, reste effectivement Poutine qui doit accepter ces règles qui ne sont pas complètement conformes à tout ce qu'il voulait, puisqu'il lui veut surtout l'allègement des sanctions. Mais il peut obtenir cet allègement des sanctions américaines sans cet accord sur l'Ukraine. Tout ça est totalement possible. Donc là, je crois qu'on est un peu quand même dans un jeu de dupes où on met un cessez-le-feu sur la table d'une journée. C'est un signe
sur lequel Trump pourra dire « Regardez comme il est gentil, bon garçon, sympathique, formidable, regardez, c'est lui qui veut la paix ». D'ailleurs, le bras droit, hein, pratiquement, ou l'homme qui murmure à l'oreille de Poutine, hein, Kirill Dmitriev, a tout de suite tweeté « Formidable, là c'est la route pour la paix ». Donc on a un peu l'impression que tout ça est un peu de la communication et de la communication qui ne va pas dans le sens des Ukrainiens. Eh bien, on va aller vérifier tout ça avec Paul Gogo. Bonjour Paul, correspondant de BFM TV, vous êtes en direct de Moscou évidemment. Ce que l'on dit en substance, que l'on observe d'un point de vue parisien en tout cas, et c'est pour ça que l'intérêt c'est de vous retrouver, c'est que Poutine est en général extrêmement discret, voire presque invisible pendant parfois de longs jours, de longues semaines. Et là, on a le sentiment, à l'inverse, d'assister à une séquence de communication extrêmement bien huilée, extrêmement bien orchestrée. Est-ce que c'est votre sentiment? Et si oui, à qui il s'adresse, Vladimir Poutine? Aux Russes, aux Ukrainiens ou à Donald Trump? Exactement, mais vous remarquerez que comme d'habitude, c'est une mise en scène donc bien construite et finalement Vladimir Poutine arrive, il lâche sa bombe et puis derrière elle disparaît. C'est-à-dire qu'il a fait cette mise en scène au Kremlin avec Gerasimov, son militaire quelque part le plus important du moment, où en gros à l'occasion de Pâques ils se disent un peu naïvement bah tiens on ferait bien une petite trêve. Donc ça c'est pour l'annonce. Derrière Vladimir Poutine disparaît. Alors les éléments de langage sont distribués dans la presse russe avec des éléments de langage qu'on surveillait de près parce que la presse russe se préparait déjà à attaquer l'Ukraine si jamais le cessez-le-feu, en tout cas la trêve ne se mettait pas en place. Donc il y avait vraiment cette idée de nous on est de bonne volonté, on est de bonne foi, on veut cette trêve, mais on n'a pas du tout confiance en les Ukrainiens. Donc il y avait cet état d'esprit qui était déjà un peu préparé par la presse d'État. Et puis après il y a eu ces images qu'on a vues de Vladimir Poutine hier qui participait, alors comme tous les ans, à la messe de Pâques dans le centre de Moscou avec un entourage bien sélectionné. C'était assez intéressant de voir notamment que Kirill Dmitriev, son envoyé, était présent, alors que je ne crois pas que d'ordinaire il participe à cette cérémonie, en tout cas pas au premier rang. Donc voilà, ensuite Vladimir Poutine lâche ses mots, ses annonces, et derrière on a des petits points de communication, des petits indices qui sont dispersés ensuite. À voir donc comment ça va se passer pour la suite, qu'est-ce que Vladimir Poutine va faire ou ne pas faire à l'issue de cette trêve. En tout cas, pour répondre à votre question, clairement, ça répondait au moins symboliquement à une certaine fatigue de la part des États-Unis. Vladimir Poutine, il veut garder le lien avec Donald Trump. Il a plein de choses qu'il se sent en capacité d'obtenir de la part des Américains et pas seulement des choses liées à l'Ukraine, au Donbass. Et donc, quelque part, Vladimir Poutine ne veut pas gâcher ce nouveau lien juste, pardon pour le cynisme, mais à cause du Donbass. Donc, il y avait vraiment cette idée d'envoyer un signal de bonne volonté à Donald Trump et ensuite de voir comment les choses vont se passer. C'est un renvoi de balle finalement à Washington et donc on va un petit peu attendre quand même maintenant les décisions, les propos, les actions de Donald Trump et de la Maison Blanche. Merci beaucoup Paul pour cette analyse en direct de Moscou. Clémence, vous qui avez été souvent en Ukraine, comment les Ukrainiens se sentent? Est-ce qu'ils ont l'impression d'être au milieu d'un jeu de dupes et d'intérêts qui les dépassent? Ils dépassent simplement leur vie, leur sécurité quand on parle de Poutine, de Trump, des Européens. Est-ce qu'ils ont ce sentiment-là? Qu'est-ce qu'ils en pensent? D'une manière générale, il y a quelque chose qui exaspère les Ukrainiens, il faut bien le dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une réaction ou une déclaration de Vladimir Poutine, nous les journalistes européens, quand on est sur place, on va Qu'est-ce voir. que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous en pensez? Et très souvent, ils nous disent d'abord d'une, on n'a pas écouté parce qu'on n'a pas écouté tout ce que dit Vladimir Poutine, et de deux, on n'a pas de réaction à avoir parce qu'on ne croit pas ce qu'ils disent, ce que Vladimir Poutine dit. Là, on voit bien que la société ukrainienne en général a été prise de court. Volodymyr Zelensky a été pris de court. D'ailleurs, il a mis du temps à répondre. Et en fait, en connaissant très bien la façon de faire de Vladimir Poutine, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui se sont dit où est le piège? C'est un jeu de dupes. Quel est le piège? Dans quelle direction il faut qu'on aille? Volodymyr Zelensky a décidé de dire OK, on fait une trêve. Sauf que ce que l'on sent, c'est que surtout, qu'est-ce qu'on va avoir à y gagner? Et la question initiale, c'était qu'est-ce que les Ukrainiens en pensent? En fait, de plus en plus, moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est de plus en plus d'Ukrainiens qui sont prêts à des concessions. Il y a quelques temps, après la guerre, juste après le déclenchement de la guerre, c'était hors de question d'entendre de quoi que ce soit de concessions. Là, on entend de plus en plus des discours de jeunes hommes, par exemple, qui doivent partir à la guerre, qui disent « Est-ce que vraiment j'ai envie de mourir pour le Donbass ?» Pas forcément. Et il y a même aussi un discours que j'ai entendu, qui a été très intéressant, d'un jeune homme qui parle parfaitement anglais, très européen, qui a dit « Évidemment qu'il y a une haine de la Russie prégnante et qui sera sur plusieurs générations. Il y a une haine de la Russie. Et en même temps, est-ce qu'on va réussir à se défaire de l'influence russe?
Non. Donc, est-ce qu'on n'a pas intérêt à coopérer avec les Russes, in fine? C'est quelque chose que l'on entend de plus en plus, même si ce n'est pas encore toute la population.